Les titres de ce journal, des agents du ministère en charge de l'environnement accusés par les transporteurs. Ces derniers dénoncent une forme de chantage et de racket qu'ils subissent depuis plusieurs années. Ils s'en sont plaints auprès du ministre des Transports, Vincent Dabilgou, au cours d'une réunion. En des termes on ne peut plus clairs, vous les entendrez. Éric Bougouma à Banfora sur les traces des infrastructures et chantiers du 11 décembre endommagés par la pluie du 17 février dernier. Le ministre des Infrastructures essaie de trouver des explications à un phénomène devenu maintenant courant. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, la frontière n'est pas assez claire. Un tracé de la démarcation entre les deux pays devrait avoir lieu dans les tout prochains mois et les toutes prochaines années. La commission paritaire chargée de cette mission délicate a été mise en place ce week-end à Abidjan. Et puis, au Niger, les résultats du deuxième tour de la présidentielle donnent Mohamed Bazoum vainqueur avec plus de 55% des voix. Des résultats proclamés ce mardi par la commission électorale indépendante. L'opposition, quant à elle, crie à la fraude. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Avant de développer ce titre, d'abord, le processus de la réconciliation nationale et la manière de le mener qui fait beaucoup débat. En ce moment, vous le savez, il y a deux camps qui s'affrontent. Celui qui réclame justice d'abord et avant toute autre chose, c'est la position que défend par exemple l'organisation de la société civile Balai Citoyen. Et puis, il y a le camp de ceux qui prônent le pardon, parmi eux le CRP. Le parti de Mahamadi Kouanda s'est exprimé sur la question avec en toile de fond le retour d'exil de l'ancien président Blaise Compaoré. Le point de tout cela, Abdelaziz Sarré. Le Congrès pour la Renaissance et le Progrès CRP contre la position du Balai Citoyen qui exige d'abord la justice avant la réconciliation nationale. Le parti l'a fait savoir par la voix de son président à l'occasion de sa soirée de présentation de vœux. Pour Mahamadi Kouanda, les Burkinabés doivent faire preuve de tolérance comme l'enseignent les livres saints. On ne peut pas traiter Blaise Compaoré comme Mahamadi Kouanda ou comme vous. Impossible. Quelqu'un qui a été 27 ans président du Burkina Faso, il a fait des biens comme des mal. Mais est-ce que nous devons prendre le côté mal pour l'apprécier? Nous sommes tous appelés un jour à être le Burkina Faso. Et nous ne devons pas décourager, surtout vous, votre génération, à ne pas avoir d'ambition présidentielle, d'ambition ministérielle. L'acte public là, nous devons être tolérants. Surtout que vous constatez que l'individu, je m'excuse de moi, l'individu, l'intéressé, parce que c'est mieux placé, l'intéressé n'est pas en bonne santé. Pour le président du CRP, l'intérêt de la nation doit primer sur les ambitions égoïstes. Nous sommes tous des Burkinabés. On n'a qu'à voir, nos enfants vont devenir quoi demain? Nos petits-enfants. Nos arrière-petits-enfants vont devenir quoi? Si nous ne pouvons pas nous pardonner, donc on est dans la haine. Où on va? Moi, j'ai 67 ans aujourd'hui. Je n'ai même pas su d'avoir encore 30 ans de vie. Moi, j'ai besoin de faire des biens. Pour mes enfants, mes petits-enfants, pour dire quoi, quand ils étaient là, est-ce qu'il a fait des biens? Il ne faut pas laisser un nom gâté. Donc, moi, je demande pardon au Balai Citoyen, même s'il y a des propos peut-être qui n'étaient pas plu, de voir l'essentiel. Donc, quand on va discuter, peut-être en parlant ensemble, on va voir l'intérêt du Burkina Faso et ils vont s'intégrer pour les réconciliations. Cette soirée de présentation de vœux est également l'occasion pour le CRP de réitérer son engagement à accompagner le président du Faso dans la réalisation de son programme quinquennal. Roch a fait son programme de réconciliation. Notre parti, le fondement de notre parti, vous avez suivi, non? Le CRP, c'est unité, concorde, vivre ensemble. Bon, écoutez, si nous ne soutenons pas de réconciliation, notre raison d'être n'a pas de sens. On a quitté un ancien parti par manque de justice, par manque de démocratie, par manque de sincérité, par manque d'équité. Donc si on doit venir encourager ces mêmes causes-là, c'est pas bien. Nous sommes pour l'équité, nous sommes pour le partage, nous sommes pour le mérite. Créé en 2020 suite au départ de son président du CDP, le Congrès pour la Renaissance et le Progrès CRP a soutenu la candidature de Roch Marc Christian Kaboré à l'élection présidentielle de 2020. Aux dernières législatives, le parti a obtenu 0 député à l'Assemblée nationale et se classe 30e sur les 126 partis, une performance jugée bonne selon les premiers responsables du parti. C'est maintenant une habitude et pourtant les images provoquent toujours l'indignation populaire.
des infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre qui tombent en lambeaux dès le moindre coup de vent ou la moindre goutte de pluie. Banfora n'a pas fait exception après la pluie du 17 février dernier. Eh bien, le ministre des Infrastructures est allé sur place pour constater les dégâts. Cédric Mabouo. Éric Bougouma est à Banfora. 5 jours après les dégâts partiels engendrés par le passage de la pluie survenue dans la ville le mercredi 17 février dernier, le ministre en charge des infrastructures est venu constater de visu le niveau de dégradation et prendre le pouls de l'état d'avancement de certains travaux en cours. Vous avez suivi avec moi que le jeudi 18 février, nous avons, à travers les réseaux sociaux, mais également à travers certains médias, nous avons constaté que des éléments audiovisuels circulaient quant à des dégradations intervenues après la pluie donc, qui s'est abattue sur la ville de Banfora et sa région dans la nuit du 17 au 18. Alors c'est vrai, il était donc indispensable pour moi de venir ici et je viens pour constater de visu, comme on dit, ce qui est arrivé à la suite donc de cette pluie. Une visite qui apparaît pour la population comme un espoir. L'eau passe beaucoup ici, mais avec le goudron qui est fait, on espère que bon, l'eau ça allait bien se passer. Bon, la dernière fois il a plu, il y a eu des cônes qui sont cassés. Mais comme le ministre est venu, on espère que tout va s'arranger. En fait, sincèrement, cette première pluie-là, on a senti quand même que il y a eu quand même des effets qui ne sont pas du tout intéressants. Interpeller le ministère des Infrastructures, qu'il puisse vraiment interpeller les entreprises chargées des travaux. Au cours de cette visite, le ministre Éric Bougouma s'est rendu sur les sites qui ont été impactés. Il a échangé avec les riverains et a interpellé certaines entreprises quant au respect du cadre de vie de ces derniers dans la réalisation des travaux. Également, il a visité plusieurs chantiers en finition, notamment l'Arc du Défilé, les sites des secteurs 3, 15 et 7, la Cité des Forces Vives, les logements sociaux de Kribina. Pendant sa tournée, Éric Bougouma a écouté, parlé, gesticulé. En somme, donnant des instructions à ses collaborateurs, interpeller et féliciter les entreprises ayant fait de très beaux travaux et celles qui sont à la traîne. Le ministre a fait le point de cette visite en estimant que les imperfections constatées ne peuvent remettre en cause la qualité globale des travaux, tout en invitant par ailleurs les entreprises à se doter d'équipements conséquents afin de rendre le travail moins pénible. C'est vrai, il y a des imperfections que nous avons constatées, des imperfections particulièrement dans le domaine des caniveaux et dans le domaine donc des abords, des dallots de passage. Ce sont des imperfections d'ailleurs qui pouvaient être constatées en l'absence de toute pluie et qui relèvent des travaux de finition. Au total, ce sont des imperfections qui ne remettent pas en cause la qualité globale des travaux qui est bonne. Le ministre des Infrastructures a tenu à rassurer la population de la région des Cascades que l'ensemble des travaux seront de très bonne qualité pour leur bien-être. Ce face-à-face, ministre des Transports, association des transporteurs, une rencontre de vérité sans langue de bois. Les transporteurs ont interpellé Vincent Dabilgou sur une situation de quasi-raquette qu'ils vivent depuis maintenant 4 ans. Les agents des ministères en particulier sont pointés du doigt. Pour terminer, parce que je ne suis plus sûr d'avoir la parole. Dans son propos transpire une forme d'exaspération. Face à Vincent Dabilgou, ce représentant d'association de transporteurs désigne, dénonce et accuse. Je vais venir sur le cas de l'environnement, du ministère de l'Environnement. Depuis 2017, monsieur le ministre, les agents de l'environnement harcèlent les transporteurs pour des histoires d'études d'impact environnemental, de ceci, de cela. Des termes on ne peut plus clairs pour planter le décor. Dans la suite de son exposé, Bonaventure Kéré explique avec force détail comment les choses se passent sur le terrain. On demande aux transporteurs, dans leur gare routière, faites-nous une étude d'impact environnemental. Dans les garages,
étude d'impact environnemental. Quand vous allez, vous dites, mais où je dois aller le faire? Mais nous-mêmes, on peut le faire. Et quand on le fait, c'est sanctionné par un arrêté de leur ministre. Mais ils sont juges et partis à la fois. Est-ce que la loi permet cela? Puis il conclut son propos en enfonçant un peu plus le clou. Aujourd'hui, c'est devenu un problème parce que tous les agents de l'environnement pensent qu'ils peuvent s'enrichir sur le dos des transporteurs. Leurs agents ont déjà rançonné des sociétés ici présentes. Ils ont pris des millions et ils n'ont jamais réalisé ces études. Interpellé, le ministre en charge des Transports prend fait et cause pour ses partenaires. Bon, Monsieur Kéré, par rapport au ministère de l'Environnement, ce que je vous demandais, écrivez-moi. Dites-moi les problèmes. Moi, j'aime des bagarres comme ça. Voilà, comme ça, oui, parce que c'est ça. Parce que les études d'impact environnemental, là, tout le monde connaît ça. Quand on doit construire des industries, on le sait. Nous aussi, parce que nous polluons, nous devons pouvoir le faire. Avant, ils ne le faisaient pas. Ils vont nous expliquer pourquoi maintenant ils ont engagé ce processus-là. La balle est maintenant dans le camp du ministère en charge de l'Environnement. Toute autre chose, vous êtes sans doute nombreux des deux côtés de la frontière ivoiro-burkinabé à ne pas le savoir. La frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso n'est pas officiellement et matériellement délimitée. Une situation que va tenter de régler une commission paritaire de 20 membres. Ils ont été installés ce week-end au cours d'une réunion qui a rassemblé à Abidjan les départements ministériels concernés des deux pays. Le compte rendu de Benjamin Kwame. Auditorium de la primature ivoirienne, Clément Sawadogo, en compagnie du général de corps d'armée et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ivoirienne, Vagondo Diomandé. Les deux hommes viennent installer officiellement la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. À tour de rôle, chaque membre est appelé à recevoir son badge pour exercer clairement sa mission. Au total, 20 personnes issues de diverses fonctions, dont 10 dans chaque pays, sont présents. Ces hommes et femmes sont envoyés à travailler ensemble pour matérialiser les lignes des deux frontières. En d'autres termes, travailler à délimiter et faire le bornage de cette zone limitrophe. La commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière Burkina-Côte d'Ivoire est chargée de procéder à la matérialisation de la frontière, c'est-à-dire faire la délimitation, qui est la définition théorique de la frontière, et ensuite la démarcation, qui est le bornage, si vous voulez, de la frontière, pour permettre une lisibilité de la ligne frontière et permettre ainsi aux différentes souverainetés de pouvoir s'effectuer en toute sérénité et aux populations de pouvoir cohabiter de façon pacifique. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont hérité des frontières au lendemain des indépendances. Dans l'entendement des populations des deux nations, ces frontières étaient tracées clairement, mais en réalité, ce n'est véritablement pas le cas, comme nous l'explique Léontine Zagré. Vous savez que le Burkina Faso a été une ancienne colonie française qui a été créée en 1919, supprimée en 1932 et répartie entre les pays voisins, dont la Côte d'Ivoire, et réinstituée en 1947 et jusqu'à son indépendance en 1900, et qui a pris son indépendance en 1960. Donc, de 1932 à 1947, une partie du Burkina était administrée par la Côte d'Ivoire. Et de plus, comme c'était deux colonies d'une même puissance étrangère, il n'y avait pas de délimitation en tant que telle. C'était des réorganisations administratives. Donc, il n'y a pas de frontière à proprement parler entre les deux pays parce que ce n'est pas clairement défini. Il faut qu'on procède à l'exploitation des différents documents qui ont rythmé la vie de ces deux pays-là. À ce jour, d'énormes défis sécuritaires s'imposent aux deux pays, de l'urgence de mutualiser les actions au plus vite, de l'avis du général Vagondo. Nous avons aujourd'hui des enjeux importants à relever. Il s'agit de la sécurité globale. De part et d'autre des frontières, nous assistons à des actes d'insécurité qu'il faut gérer. Et si chacun, de son côté, veut assurer une gestion isolée, il est évident que nous n'arriverons pas aussi rapidement à faire face à cette situation. Vous comprenez donc qu'il est important
mutualiser les efforts. Et justement, avec le volet sécuritaire, il faut mettre les bouchées doubles à ces deux frontières poreuses pour éviter qu'elles soient une base arrière pour l'extrémisme violent. Comme nous le savons tous, notre sous-région est en proie à la menace terroriste et les terroristes, quand nous ne savons pas comment gérer la frontière, eux, ils savent comment la gérer. En se faufilant très bien entre les frontières, c'est pourquoi nous avons ce problème dans la zone dite des trois frontières, la frontière entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Niger, parce qu'à cette zone, on se faufile facilement d'une frontière à l'autre. Alors pour que ces forces du mal n'utilisent pas nos frontières pour nous faire du mal, eh bien, travaillons vite, délimitons notre frontière et passons à autre chose. Tissons des plans d'action en commun pour le bonheur de nos populations. À l'occasion de cette rencontre, des communications ont été faites sur les enjeux et les perspectives de délimitation des frontières. Elle a été précédée de 2 jours de travaux où les membres des 2 commissions ont défini la méthodologie de travail et adopté le plan d'action pour les 2 pays durant les 3 prochaines années. De la Côte d'Ivoire, direction à présent le Niger, où le 2e tour de l'élection présidentielle a livré son verdict ce mardi. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de surprise. C'est bien Mohamed Bazoum qui remporte le scrutin avec plus de 55% des voix. Le successeur et poulain de Mahamadou Issoufou est en passe de devenir le 10e président du Niger. Mohamed Bazoum va devenir le 10e président du Niger. Le successeur de Mahamadou Issoufou, qui avait décidé de ne pas se représenter, a remporté le 2e tour de l'élection qui l'opposait à Mahaman Ousmane. Mohamed Bazoum, qui était largement en tête déjà à l'issue du 1er tour, a récolté 55,75% des voix, a annoncé mardi la Commission électorale nationale indépendante. Né en 1960, il a occupé jusqu'en 2020 les fonctions de ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses sous la présidence de Mahamadou Issoufou. Des résultats proclamés par la Commission électorale indépendante, une proclamation qui avait été demandée, dont l'interruption avait été demandée par l'opposition, une opposition qui crie à la fraude électorale. Avant que la Commission électorale nationale indépendante officialise les résultats du vote, les proches du candidat de l'opposition, Mahaman Ousmane, étaient montés au créneau en demandant la suspension immédiate de la publication des résultats. Je demande à tous les Nigériens, soucieux de la préservation des valeurs fondamentales de la République et de la démocratie, de se mobiliser comme un seul homme pour faire échec à ce hold-up électoral que Mahamadou Issoufou et son clan sont en train de perpétrer contre la volonté du peuple nigérien souverain. Je vous remercie. À l'issue du 1er tour, Mohamed Bazoum s'avançait pourtant en grand favori de l'élection avec plus de 39% des voix récoltées contre 17% pour Mahaman Ousmane. Et nous quittons le Niger pour le Mali où le Premier ministre Mokhtar Ouane a dévoilé ce week-end sa feuille de route face au Conseil national de la transition. Lutte contre l'insécurité, réformes institutionnelles, politique de développement sont notamment les grands axes de son plan d'action. Le récit de Remo Koïta. 6 mois après le coup d'État militaire qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, la feuille de route du gouvernement de la transition est enfin là. Elle était très attendue. Le Premier ministre articule son plan d'action autour de 6 axes prioritaires, mettant l'accent sur les réformes politiques et institutionnelles en vue de renforcer la démocratie et la bonne gouvernance dans ce pays gangréné par la corruption. L'autre défi fondamental de son programme, c'est la relance de l'économie, fortement impactée par la double crise sécuritaire et sanitaire. Pour y parvenir, le gouvernement de la transition mettra l'accent sur la promotion du secteur privé et le développement des investissements directs étrangers en lien avec l'amélioration du climat des affaires, la promotion du partenariat public-privé,
ainsi que le développement de nouvelles sources de financement comme la finance publique islamique ou le financement participatif. Et comme il fallait s'y attendre, la question de la lutte contre le terrorisme occupe une place de choix dans cette feuille de route. Tout en saluant l'approche régionale et sous-régionale dans ce combat contre les forces du mal, Moktawan invite les Maliens à un sursaut d'orgueil. Confronté à une période d'instabilité et de conflit depuis 2012, le Mali est aujourd'hui à la croisée des chemins. Le traitement de la crise multidimensionnelle que le pays traverse exige des réponses structurelles et l'implication de toutes les forces vives de la nation. Je sais que le gouvernement peut compter sur la mobilisation totale du Conseil national de la transition pour apporter les réponses adéquates aux urgences et engager les réformes structurelles nécessaires à la refondation de l'État. Le message semble bien reçu. Le plan d'action rencontre l'assentiment des membres du Conseil national de la transition. Le défi étant désormais sa mise en œuvre. Tous les problèmes ont été touchés. Nous attendons la mise en œuvre. C'est ça ce qui est important. Si on met cette feuille de route en marche, dans les délais impartis, je pense que ça va beaucoup nous aider pour l'élaboration du nouveau Mali. Ce plan d'action court jusqu'en mars 2022, date à laquelle devraient se tenir les élections générales. On reste au Mali où déjà des voix s'élèvent contre le gouvernement de la transition et le temps est donné par le mouvement M5. Le récit d'Abdourazak Traoré. C'est son tout premier meeting de protestation depuis le coup d'État qui a renversé le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le mouvement du 5 juin revient à la charge parce qu'il est déçu de la gestion de la transition en cours au Mali. Après avoir combattu le pouvoir d'Ibeka, ce collectif de partis politiques et d'organisations de la société civile espérait mieux. Nous allons donc nous battre pour la rectification de la transition. Et nous sommes heureux de constater aujourd'hui le ralliement de l'essentiel des forces vives de la nation, y compris certaines forces qui n'étaient pas forcément d'accord avec le M5, autour du fait qu'il faut nécessairement rectifier la transition. Et c'est pourquoi j'ai dit à la fin de ce grand rassemblement que les deux grands objectifs aujourd'hui, autour desquels l'ensemble des forces vives de la nation doivent se mobiliser, c'est de sauver le Mali. Les assises de la refondation, il faut créer les conditions pour que les nouvelles autorités issues des élections soient effectivement l'émanation de la volonté populaire et non pas le résultat d'un jeu de dupes, d'une manipulation par les colonels qui ont confisqué le pouvoir du peuple aujourd'hui. Choguel Maïga et ses camarades mettent ainsi en garde les autorités actuelles contre toute velléité de transmission de pouvoir. Parce que si, par malheur, nous ne créons pas les conditions d'élection transparentes et que par des manipulations on installe à la tête de l'État quelqu'un qui n'est pas choisi par les Maliens, nous allons recommencer encore, le pays tombera dans d'autres crises. Et c'est ce que nous ne voulons plus. C'est pour cela que je dis que ces deux défis, ni le M5 seul, ni la société civile seule, ni les religieux seuls, ni les syndicats seuls, ni les partis politiques seuls, ni les autres forces vives seules ne peuvent pas y faire face. Nous avons besoin d'un vaste rassemblement patriotique. Un rassemblement au Palais de la Culture de Bamako qui sonne donc comme un avertissement. Une dénonciation également d'une complicité entre les militaires de la transition et l'ancien régime déchu. Un meeting qui s'est tenu sans un de ses membres influents qui n'est autre que l'imam Mahmoud Diko. Il s'est mis en retrait de cette plateforme, mettant ainsi au goût du jour la question de la légitimité et la force de frappe du mouvement du 5 juin. Un mouvement qui a joué plus qu'un rôle prépondérant dans la chute de l'ancien pouvoir malien. Retour au Burkina, formation en entrepreneuriat. Après 2 ans d'activité, l'association Mana dit avoir formé plus de 3500 jeunes
Objectif, faciliter leur insertion socio-professionnelle. Majid Bakou. C'est une cérémonie qui marque la fin du projet FSPI, le Fonds de solidarité pour les projets innovants lancé en 2018. Un projet porté par l'association MANA, dont l'objectif est de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes au Burkina Faso. En 2 années de mise en œuvre, le FSPI, c'est plus de 3500 jeunes formés en entrepreneuriat et innovation. Donc ce soir, l'objectif, c'était justement de fêter la création de cette association grâce à nos partenaires. Et nous, l'objectif, c'est de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Pour ce faire, on a lancé plus de 350 événements en 2 ans et surtout 2 programmes, un axé sur l'employabilité et un axé sur la pré-incubation pour accompagner les jeunes porteurs de projets. On a appris à, en tout cas, avoir une posture entrepreneuriale bien fournie, à étudier le marché, déjà étudier en fait un temps soit peu, on va dire, la faisabilité de son idée d'entreprise, parce qu'il ne suffit pas en fait d'avoir une idée d'entreprise, mais il faut aller au-delà en fait de tout ça. Il faut essayer de voir est-ce que l'idée que je porte là est vraiment réalisable. Le projet a pu se concrétiser grâce à de nombreux partenaires dont l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement et l'ambassade de France au Burkina Faso. On sait que l'emploi des jeunes est évidemment un défi considérable au Burkina comme dans beaucoup d'autres pays. Et j'espère que l'association MANA pourra effectivement contribuer, apporter sa pierre, sa contribution avec beaucoup d'autres partenaires, vous avez pu voir, la maison d'entreprise ou d'autres. Pour l'instant, l'association MANA intervient uniquement dans la ville de Ouagadougou. Pour l'année 2021, elle compte s'étendre au niveau national pour impacter plus de 5000 jeunes. Toujours dans le même registre, et pour terminer, le CERPAMAD subventionne le financement de la formation de plusieurs étudiants et travailleurs, et ce grâce à une enveloppe de 200 millions de francs CFA. Justin Amonto. Ils sont une trentaine d'acteurs du public et du privé, en plus des étudiants majeurs de leur promotion, à être retenus pour bénéficier des 200 millions de francs CFA de subventions octroyés cette année par le Centre de recherche panafricain en management pour le développement, CERPAMAD. L'initiative a pour but de financer une partie des frais de formation ou d'études supérieures de ces lauréats retenus sur études de dossier. Cette attestation de subvention représente pour nous une reconnaissance pour nos différents ministères et également un encouragement du CERPAMAD à renforcer la capacité des agents de la fonction publique. Dans l'octroi des subventions, nous avons souvent des tests que nous faisons pour permettre effectivement de départir les meilleurs étudiants. Et pour ce qui est effectivement de la dernière option, nous avons effectivement des subventions qui sont offertes aux majors, c'est-à-dire les étudiants les plus méritants. Dès qu'ils entrent effectivement dans le processus de formation au niveau du CERPAMAD, à la fin de l'année, s'ils font partie des meilleurs, ils reçoivent des subventions pour effectivement accompagner et faciliter les formations pour les classes supérieures. Selon le ministre en charge du commerce, Aruna Kaboré, cette initiative du CERPAMAD contribue au développement du pays. C'est à peu près 200 millions d'engagements, d'actes de solidarité envers les étudiants qui font leurs études ici. Et c'est à peu près 200 et quelques personnes effectivement qui jusque-là bénéficient de ces subventions. Et c'est une très bonne chose parce qu'il n'est pas possible de développer des activités dans le domaine du commerce, de l'industrie et de l'artisanat si nous n'avons pas un personnel qualifié. Cette année, ce projet de subvention d'études de CERPAMAD est parrainé par la Société Générale du Burkina Faso. Nous vivons dans un monde où la compétitivité est importante. Il faut donc être toujours à niveau. Et donc c'est pour cela que nous avons décidé de parrainer cette cérémonie. La remise d'attestation de subvention concrétise cet engagement de CERPAMAD d'offrir aux plus méritants des subventions d'études dans les filières de leur choix. Depuis 10 ans, le Centre de recherche panafricain en management pour le développement subventionne les plus méritants. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore de votre fidélité renouvelée. On se donne donc rendez-vous demain à la même heure, 19h30, ici même. Au revoir et bonsoir.